Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette émission Tribune des femmes, cette nouvelle production part d'un constat malheureux de la persistance des violences envers les femmes. Mais moi, on ne m'avait jamais dit vraiment la vérité sur ça. Et quand vous êtes là, vous croyez que ça y est, je vais rendre l'âme là. Et on panique, on fait un peu du n'importe quoi. Et les médecins, que ce soit même les infirmières, les sages-femmes, ont tendance à être énervés, à s'impatienter et à commencer à brutaliser le malade. C'est parce que la patiente s'agite. Oui, s'agite et en général ne suit pas ce qu'on lui dit. Par exemple, quand on dit respirez, voilà, vous avez tellement mal, vous ne pensez pas à ça. Mais chacun a sa vie. Chacun a sa vie privée et je ne pense pas qu'un médecin doit entrer dans la vie privée de quelqu'un, sauf si vraiment il y a des spécificités, une situation qui le demande, mais généralement un médecin est là pour recevoir. Alors je parlais des deux pôles. Par exemple, si c'était justement une fille qui était d'une bonne famille, aisée, avec de l'argent, je ne pense pas que le traitement serait de la même manière. C'est vrai que, comme ma maman dit ici, que parfois dans les salles d'accouchement, le personnel peut s'énerver, mais ils ont fait cette formation alors médicale. Pourquoi? Est-ce que c'était un cas isolé ou réellement c'est une situation qui mérite l'attention de tous? L'étape le plus importante, c'est de demander qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre cette problématique. Un problème social, un problème qui affecte nos structures de prise en charge sanitaire et ça mérite notre attention, l'attention des institutions pour avoir. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette émission Tribune des femmes, cette nouvelle production part d'un constat malheureux de la persistance des violences envers les femmes. Cette fois-ci, c'est dans le milieu, dans nos installations, les soins de santé. Malheureusement, derrière les murs des hôpitaux, il y a des patients qui souffrent en silence, parmi eux les femmes. Ces dernières sont victimes de violences qui compromettent leur dignité et leur droit à la santé, affectant ainsi leur santé physique, émotionnelle et psychologique. D'où cette émission de ces jours où, avec nos invités, nous allons parler de ces thèmes: la tolérance zéro dans les hôpitaux, briser le silence face aux violences faites aux femmes. Comment y remédier efficacement? Eh bien, c'est la question que l'on se pose. Les structures de santé censées protéger ne doivent pas devenir des lieux de vulnérabilité. Je reçois pour ce faire 3 invités sur ces plateaux. Nous sommes au salon Ouda Beauty. C'est elle, la propriétaire, qui nous offre ces cadres pour vous présenter cette émission. Et on a au point, à ma gauche, Clément Dinda Béa. Il est secrétaire exécutif au sein du RAID RDC. C'est le réseau des hommes engagés pour l'égalité du genre en RDC. Bienvenue dans cette émission. Bienvenue et très content de vous voir, Madame Christine. Je suis très heureux d'être parmi vous et surtout de cette tribune de réflexion que vous m'avez offerte aux côtés de mes co-débatteuses avec qui nous allons largement discuter, échanger et pourquoi pas aussi évaluer la situation sanitaire sur le territoire congolais et voir dans quelle mesure nous pouvons nous impliquer beaucoup plus pour avoir des améliorations, surtout que nous venons récemment d'être toutes et tous témoins d'un cas d'un abus au sein d'une institution de prise en charge médicale. En tout cas, c'est une belle opportunité pour moi de me retrouver sur votre plateau. Merci. Le plaisir est partagé. Vous êtes l'unique parmi les 2 intervenantes. Mais si je m'ajoute, moi, ça fait 3 femmes contre seul homme. Je suis sûre qu'il fera de sorte que l'équilibre vraiment soit ressenti sur ces plateaux. À côté de lui, nous avons Madame Anne-Marie Makombo. Elle est présidente de la LIDEC,
Ligue des démocrates congolais. Oui, tout à Bienvenue, fait. madame. Je suis présidente AI. Il ne faut pas que je prenne la place de ma présidente. Présidente Oui, AI oui, oui. de cette ligue. Tout à C'est fait. apparemment un parti politique totalement femme. Totalement femme, non, il y a des hommes aussi. La preuve, le secrétaire général, c'est un homme. Oui, voilà, donc nous mélangeons les deux. Il y a les deux genres sur la terre, ben, il faut faire avec. C'est ça, il faut faire avec. Ah ouais, tout à Et fait. puis, j'ai à ma droite Bernadette Kamango, elle est secrétaire générale nationale de la Ligue des femmes de la FIDEC, Front des indépendants pour la démocratie chrétienne, du parti politique de son excellence, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka. Ravi de vous retrouver sur ce plateau, madame. Ravie d'être invitée à cette émission. Voilà, nous avons laissé le micro baladeur sur également cette question des violences dans les installations des soins médicaux. La violence faite à la femme, surtout pendant son accouchement, je dirais que c'est un acte très monstrueux parce que, étant mère, vu tout ce que l'on traverse pendant cette période, les douleurs, les malaises et tout, et pendant l'accouchement, moi je dis que c'est une étape où la femme est entre la vie et la mort. Parce que il y a d'autres qui ne supportent pas la douleur et qui en meurent. Mais violenter une femme pendant ce temps-là, en tout cas, franchement, pour moi, c'est vraiment monstrueux et c'est quelque chose que la loi doit punir. Parce que quand tu poses cet acte, donc dis-toi que tu peux tuer la personne. La personne peut mourir. En tout cas, c'est vraiment pas bien. Nous déplorons ces phénomènes, cette façon de voir les choses. Nous sommes vraiment contre cela. Parce qu'une femme qui est grosse et qui vient mettre au monde, elle vient à l'hôpital pour mettre au monde un médecin qui les frappe. Ça n'a pas de sens. Une femme enceinte, elle est d'abord capricieuse. C'est un phénomène qui nous fait trop mal, qui nous dérange à fond. La première question, je l'adresse à M. Clément Bida. Y a-t-il bel et bien des cas de violence dans les hôpitaux? Bien évidemment, Madame Christine, et aux téléspectateurs qui, évidemment, sont en train de nous suivre au cours de cette émission. Nous avons été tous et toutes témoins, comme je l'ai dit, d'un cas récent qui a essayé de réveiller beaucoup plus de personnes sur la problématique qui est réellement vraie au sein de nos institutions de prise en charge sanitaire. Pourquoi je dis que c'est une problématique réellement vraie? Parce que déjà, lorsque j'ai été informé par les canaux des réseaux sociaux sur cette maltraitance qu'a été victime une demoiselle dans une structure de prise en charge sanitaire, j'ai personnellement, en tant que membre de la société civile au sein du réseau des hommes engagés pour l'égalité déjà, à initier une sorte d'évaluation pour comprendre réellement ces problèmes-là. Est-ce que c'était un cas isolé ou réellement c'est une situation qui mérite l'attention de tous? J'ai eu à prélever une échantillon de 10 femmes avec qui j'ai eu à m'aborder pour savoir réellement si elles ont été victimes ou témoins de ce genre de cas-là au sein des institutions de prise en charge médicale. Qu'est-ce que cet échantillon a donné comme résultat? Les réponses étaient vraiment alarmantes. Sur les 10 femmes que j'avais eu à aborder, 6 sont avouées être au moins maltraitées lors de leur prise en charge gynécologique ou obstétricale. Alors je leur ai demandé, vous avez été maltraité? Oui. Quelle sorte de maltraitance avez-vous subi? Il y a parmi elles celles qui ont relevé que parfois elles subissent des injures, parfois ce sont des coups tels que nous l'avions vu dans une séquence de vidéos qui a circulé sur les réseaux sociaux. Et la question que je leur ai posée, que d'ailleurs j'aurai à m'apaisantir tout au long de cette émission, est de savoir, après avoir été victime de cette forme de maltraitance-là lors de prise en charge sanitaire, surtout dans des situations présentant des vulnérabilités, est-ce qu'ils avaient mené des initiatives pour dénoncer cela? Vous savez c'était quoi la réponse? Sur toutes les femmes, les 6 qui ont eu à reconnaître qu'elles ont été victimes de ces genres des actes, elles ont dit non. Pourquoi?
elles avaient elles-mêmes tendance de normaliser cela. Il y a l'une qui m'a dit que ces femmes sages-là sont toujours comme ça, les gynécologues sont toujours comme ça. Alors toi, tu es allé pour être soigné. Si tu tiens à t'accrocher à ce genre de situation, ça sera ta vie qui risque d'en subir. Donc, c'est réellement un problème social, un problème qui affecte nos structures de prise en charge sanitaire et ça mérite notre attention, l'attention des institutions pour avoir l'amélioration. Les violences dans les hôpitaux, réellement, un problème social. Et vous êtes femme, Madame Marina Combo. Avez-vous déjà subi ce genre de violence ou l'avez-vous entendu d'un proche, d'une femme proche de vous ou dans vos milieux, dans votre milieu respectif? Non, effectivement, j'ai déjà entendu et j'ai déjà même vu ce genre de violence parce qu'effectivement, nous avons des patientes que quand elles sont en stade de travail, parce que là on parle d'accouchement, en général elles ne sont pas préparées. Elles ne sont pas du tout préparées. On ne nous dit pas la vérité que c'est vraiment un moment atroce que nous allons passer. Même moi, on ne m'avait jamais dit vraiment la vérité sur ça. Et quand vous êtes là, vous croyez que ça y est, je vais rendre l'âme là. On panique, on fait un peu du n'importe quoi. Et les médecins, que ce soit même les infirmières, les sages-femmes, ont tendance à être énervées, à s'impatienter et à commencer à brutaliser le malade. C'est parce que la patiente s'agite. Oui, s'agite et en général ne suit pas ce qu'on lui dit. Par exemple, quand on dit respirez, voilà, vous avez tellement mal, vous ne pensez pas à ça. Il y a certaines pratiques qu'il faut faire quand on veut faciliter la tâche pour que le bébé puisse bien sortir. Quand on vous dit pousser, après on vous dit non, arrêtez, ne poussez plus. Mais vous avez envie de pousser. Tout ça, vous n'avez pas été préparé à cela et vous faites vraiment du n'importe quoi. Bon, je dois avouer que moi, personnellement, je n'ai jamais subi ça. Et on m'a toujours dit, effectivement, quand j'ai accouché, mais vous êtes d'un courage, on n'a jamais vu ça. Bon, mais j'ai déjà assisté, j'ai vu des scènes, et je ne donnais pas tort aux jeunes mamans qui subissaient ça. Je disais, mais on ne les a pas préparés, et ça fait atrocement mal. Donc, le médecin doit mettre en confiance la patiente. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Le médecin est là, on dirait agacé, la personne s'agite, le médecin est agacé, les infirmières sont agacées. C'est parce qu'il n'a pas aussi un seul cas de ces côtés-là. Mais c'est leur métier, ils sont préparés à ça. Ils ne font que ça dans leur vie. Alors, je ne comprends pas cette impatience qu'ils affichent, cet énervement qu'ils affichent. Ils devraient être d'une patience, mettre en confiance la personne qui est là en train de souffrir. Donc, mais vous avez évoqué les cas des femmes dans la salle d'accouchement ou chez les gynécologues, mais les femmes amènent aussi leurs enfants chez les pédiatres. Elles-mêmes, elles tombent malades et peuvent aller, elles peuvent accompagner son mari, elle-même malade. Il y a toujours des cas pareils de violence, des fois, Bernadette. Oui, bon, si je dois un peu quelque part répliquer par rapport à ce que mes deux co-débatteurs ont dit, bon, c'est vrai, la situation, moi je la présenterai peut-être sous deux pôles. Il y a par exemple des hôpitaux, on peut dire des hôpitaux VIP, et des hôpitaux où vraiment ce sont les hôpitaux destinés peut-être à la population démunie. Et vous verrez que les traitements sont totalement différents. Parce que, par exemple, si on revient au cas qui a fait un peu l'actualité dernièrement, moi, je pense que la cause principale, c'était tout simplement parce que la fille était démunie. Et pire encore, tel que j'ai pu suivre le procès, c'était une fille qui était, soi-disant, il semblerait, sans mari. Alors, ce sont des choses... Il précise qu'il pour accoucher, il faut avoir un mari. Oh, bon, en principe, mais malheureusement... On peut s'approcher de ménopause, on s'est dit, je vais accoucher.
C'est ça, mais chacun a sa vie. Chacun a sa vie privée et je ne pense pas qu'un médecin doit entrer dans la vie privée de quelqu'un, sauf si vraiment il y a des spécificités, une situation qui le demande, mais généralement un médecin est là pour recevoir. Alors je parlais des deux pôles. Par exemple, si c'était justement une fille qui était d'une bonne famille, aisée, avec de l'argent, je ne pense pas que le traitement serait de la même manière. C'est vrai que, comme ma maman dit ici, que parfois dans les salles d'accouchement, le personnel peut s'énerver, mais ils ont fait cette formation alors médicale. Pourquoi? Parce que justement, si c'est pour aller servir des malades, aller servir des nécessiteux, aller servir toute catégorie de personnes, que ce soit les riches, les moins riches ou les plus pauvres, ils doivent avoir une certaine attitude face à toutes ces personnes qui reçoivent. Moi, je pense qu'il y a un problème actuellement de formation, parce que moi, je suis fille de médecin, et je pense que si je me souviens de mon défunt père, paix à son âme, et de tous ses collègues, je les ai vus à l'œuvre, mais j'ai l'impression que la façon dont eux travaillaient et la façon dont la génération actuelle travaille, alors que la génération actuelle a beaucoup plus, je peux dire, est beaucoup mieux outillée, surtout que nous sommes à l'ère du numérique. Il y a un sérieux problème, je mettrai beaucoup plus les raisons dans le problème de formation. Les gens ont des diplômes pour qu'on les appelle des présos, des docteurs, des professeurs, des docteurs, je ne sais pas quoi, mais cette qualité que nous avions de nos pères, qui malheureusement une génération qui est en train de disparaître parce que l'âge avance, n'est plus. En tout cas, n'est plus. Et beaucoup nous avons de très bons médecins, ne vous en faites pas. Beaucoup de cette formation, on ne sait pas ce qui se passe. Une fois qu'ils doivent la pratiquer, ça devient autre chose. En ce qui concerne de manière générale, tel que vous posez la question, c'est vrai qu'il y a moi j'appellerais ça des incohérences dans les hôpitaux. Déjà, ça commence au niveau de la prise en charge du malade quand il arrive à l'hôpital. La première des choses, c'est qu'on vous présente beaucoup plus le besoin d'argent que le besoin de vraiment vous prendre en charge parce que vous êtes malade. C'est d'abord l'argent. Moi, je me souviens, j'ai eu un cas avec ma propre mère qui était sérieusement blessée. Elle avait connu un petit accident. Elle arrive à l'hôpital. La première des choses qu'on demande, où est l'argent? Qui va payer? Pendant que la malade est en train de blesser. Mais on vous pose cette question-là. Et je pense que dernièrement même, il y a eu un cas au niveau de Hachi, je crois. Je m'excuse de citer l'hôpital. Mais il y avait aussi ce cas où il y a eu un problème de prise en charge qui est décédé juste simplement par un problème de prise en charge. Donc je pense qu'il y a un souci au niveau de la prise en charge des malades à l'hôpital. Et c'est d'abord ça. Et puis moi je situerai dans le souci de prise en charge et dans le souci de la formation actuelle. Voilà, Madame Makamango a abordé le problème de formation, le problème de prise en charge, nous arriverons. Mais apparemment, les violences dans les hôpitaux, c'est connu. Bien que ce n'est pas fréquent, mais c'est connu. Mais personne ne dénonce. M. Clément l'a dit. C'est par peur, ou c'est par habitude, ou c'est parce que c'est banalisé. Je pense que c'est par ignorance et c'est banalisé. Parce que quand même ce cas-là, personnellement, moi, ça m'a réveillée aussi. J'ai dit, mais au fait, c'est vrai qu'il y a des violences dans les hôpitaux, mais on n'en parle pas. Ça m'a réveillée sur un cas. On parle toujours des violences basées sur le genre, mais c'est surtout des violences, des viols, je ne sais pas, des violences un peu, comment je peux dire, communs, des viols, mais dans un cadre particulier qui est le cadre hospitalier. Moi-même, ça m'a un peu tiqué. J'ai dit, mais au fait, on ne s'est jamais penché sur ce genre de problème. Je pense que ce cas nous permettra peut-être de changer les choses et de permettre à ceux que les choses puissent changer plutôt sur cette façon d'agir de certains médecins. Je dis bien certains médecins parce que je peux vous dire et je peux témoigner, oui, ce sont des cas isolés. Nous avons quand même des beaux médecins, une bonne expertise. C'est peut-être les conditions de travail qui ne répondent pas. Moi, j'aimerais bien répondre à cette question. Je dirais que je constate en tant que politicienne, je vais souvent à la base, je prends langue avec la population. Oui, je me rends compte, c'est dans notre mentalité. Le Congolais n'a pas cette culture de savoir revendiquer ses droits.
quand on le maltraite quelque part, il y a de l'injustice quelque part, on a tendance à faire profil bas. Parce que les miettes qu'on va acquérir, ou bien la petite compassion qu'on va avoir, on se suffit de ça. Comme l'a dit notre co-batteur, les femmes se disaient que non, si on revendique, on risque de ne pas avoir tel traitement. On a toujours peur. Le peu là qu'on a, on se suffit de ça. Nous ne savons pas revendiquer nos droits. C'est une culture qu'on doit, que le peuple doit acquérir. Et je pense que le travail de la société civile et des politiques d'éduquer la masse à ça, savoir revendiquer ses droits. Avez-vous déjà vécu cela? Et puis, les comportements du patient, on l'a dit tout à l'heure, c'est aussi la grande cause de ces soucis-là. Ou c'est encore les installations médicales qui n'offrent pas des bonnes installations pour les malades. Des fois, ça fait peur d'être soigné là. On a peur peut-être des instruments qu'on a trouvés là. Merci beaucoup, Madame Christine. Et bien avant même de revenir sur votre question, j'aimerais rebondir sur un aspect qu'a relevé ma co-débatteuse, oui, Madame Kamango. J'ai lui entendu dire que ça peut être aussi dû au aspect argent. La prise en charge peut dépendre aussi de l'aspect argent. Dans la profession médicale, je ne suis pas médecin, mais je suis informé, je suis outillé sur certaines procédures. Il est toujours conseillé aux médecins que la prise en charge ne doit pas dépendre des moyens financiers. Parce que la santé reste la santé. Que ce soit d'une personne qui a l'argent, que ce soit de celle qui est démunie, tous nous avons besoin d'une prise en charge qui est adéquate. Et sur la question alors dans l'essence de la dénonciation, Madame Christine, vous savez, nous ne parlons pas seulement aujourd'hui des violences gynécologiques et obstétricales. Il existe plusieurs formes de violences qui, dans la culture africaine, elles ne sont jamais dénoncées. Et d'ailleurs, selon les statistiques que nous avons en notre possession, vous savez, il y a une femme sur 3 a été au moins victime d'une forme de violence au cours de sa vie. Et ce qui est alarmant est que la plupart de ces cas n'ont jamais été dénoncés auprès des structures de prise en charge judiciaire. C'est là si essaie d'exprimer valablement le fait que même les abus au sein des institutions de prise en charge sanitaire ne soient pas aussi dénoncés. Parce que nous avons déjà cette culture-là de normaliser les cas de désabus. Nous avons les cas le plus fréquent dans le riz de Kinshasa. Il est plus facile d'entendre quelqu'un injurier publiquement comme ça. Et si on vous voit devenir furieux parce qu'on vous a injurié, vous entendrez même une personne vous dire, mais toi aussi, on ne t'a fait qu'injurier. Et cela devient plus sévère lorsque c'est une femme qui essaie de réclamer dans la rue. On la dirait que ces genres de femmes, ce sont des femmes qui manquent de mariage, ce sont des femmes qui ne sont pas instruites, ce sont des femmes qui ne sont pas éduquées. Une femme doit avaler, une femme doit être passive, une femme ne doit pas avoir cette attitude-là de réclamer à tout moment. Donc cela justifie largement le fait que la majorité des violences commises au sein des institutions sanitaires ne soient pas dénoncées. Revenons maintenant sur votre question dont vous avez posé de savoir si la prise en charge... Vous pouvez me rappeler la dernière phrase de votre question, s'il vous plaît? On a parlé de la salle d'accouchement, mais nous accompagnons également d'autres malades auprès des médecins, auprès des infirmiers, pour la piqûre, on a tendance à appuyer. Et puis, des fois, c'est peut-être la présence des équipements qui fait peur, qui pousse la patiente à paniquer et quoi. Bon, les structures d'accueil, est-ce qu'elles répondent aussi aux attentes des patientes, aussi des médecins et des corps médicaux? Bien évidemment, cette question mérite d'être considérée à plusieurs niveaux parce que déjà, chacune et chacun d'entre nous a sa manière de gérer les émotions. Par exemple, moi, je supporte facilement une aiguille qu'on peut me piquer là, qu'elle est comprimée. Et il existe des personnes
dès qu'il voit les guides qui se présentent là, il doit exprimer ses émotions, en pleurant, en criant, tout ça. Alors, le médecin, les corps médicaux, ce sont des professionnels. Au cours des années qu'ils ont passé dans le cursus universitaire ou au cours de leur formation, ils ont été formés sur comment gérer les patients, la patiente, tenant compte de son comportement. Et la priorité pour un médecin est de sauver des vies. Alors, cela ne peut pas justifier une dérapage qui peut se manifester au cours de cette prise en charge-là. Pour les cas, par exemple, des récentes images, on a dit, c'était pour cette brutalité-là, accompagner une vie qu'on devait sauver. Effectivement, madame, c'est pour moi. L'usage de la brutalité pour sauver une vie. C'est pour moi d'ailleurs l'opportunité de saluer la décision qui a été prise au cours de ces procès-là, parce que déjà cet acte, moi je considère cela comme l'acte pédagogique. Tout ce qui s'est passé, de la manière dont les dossiers ont été gérés du début jusqu'à la fin, jusqu'au moment où nous sommes arrivés, ça comme l'a dit Madame Kamango, réveillé d'ailleurs la conscience de beaucoup de personnes qui ne pensaient pas que les violences au sein des institutions de prise en charge médicale existent. Alors, étant donné la justice a sanctionné, il semble que le docteur a été condamné à 2 mois de prison, quand bien même avec sursis. C'est déjà, ça montre au public, à la population congolaise, que toute forme de violence qui se commet ne peut pas être félicité, ne peut pas être encouragé. Ça mérite une sanction. Alors, dire que si ces actes-là se commettent parce que nos hôpitaux sont mal outillés, bon, là ça peut être un aspect, mais même un médecin, même pendant la guerre, ça ne justifie pas qu'il puisse maltraiter une ou un patient. Ça, c'est mon point de vue. Vous voulez compléter? Oui, moi je pense que sur le plan de la dénonciation, l'attitude du manque de dénonciation, surtout chez le Congolais, bon, il semble qu'il faut vraiment revoir dans les faits historiques de notre pays, surtout au niveau de la colonisation. Les colonisateurs ont appris que, bon, je vais utiliser le mot qu'à l'époque, le nègre ne devait rien dire. Et avec leur façon d'agir justement sur la population noire de l'époque, ils ont mis dans le conscient du Congolais que la peur de la dénonciation. C'est pourquoi jusqu'à présent cette attitude demeure. Mais je pense et persiste encore malheureusement. Mais ça va vraiment au détriment justement de nous qui dans notre vie, dans notre quotidien. Parce que moi des fois j'ai été dans des cas où je demandais, mais pourquoi est-ce que vous n'allez pas, ne fût-ce que porter plainte? Donc le problème de représailles, le problème, donc c'est toujours la peur qu'on vous présente. Mais quand les personnes, vous leur montrez que non, allez-y, il n'y aura pas de problème, et que la personne dit, ah mais au fait, oui, effectivement, si je pars porter plainte, ma cause sera prise en charge, et puis de là je pourrais aussi être par exemple être dédommagé ou quoi que ce soit. La personne maintenant prend conscience. Je pense que aussi c'est la manière dont on présente la dénonciation c'est simplement parce qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas, la plupart ne connaissent pas leurs droits, ça c'est vrai. Par exemple cette fille qu'on a malheureusement qui a subi ce tabassage, moi j'appelle ça un tabassage. Si elle connaissait ses droits, je crois qu'à la seconde, elle aurait réagi. Par exemple, moi je ne m'imagine pas que ce soit madame ici, ou bien vous-même, ou bien moi, qu'un médecin va se permettre de nous tabasser. Ça va commencer par où, je ne sais pas. Mais lui, il s'est permis parce qu'il s'est dit, bon, elle est sans défense, elle est comme ça, comme ça, comme ça. On se permet. Mais quelle que soit la condition de vie de la personne, une femme qui connaît ses droits, en tout cas, personne ne peut la toucher, personne ne peut se permettre n'importe quoi. Je pense que la sensibilisation des droits des femmes doit être vraiment un peu plus prise au sérieux et un peu plus mise sur la place publique. Oui, moi je rajouterais, j'appuie parfaitement ce que
Madame vient de dire, mais je rajouterai ceci. Les églises jouent aussi un mauvais rôle. Parce que la femme est sortie de là, elle a eu son bébé, elle est sortie, elle est vivante, elle dit, ah, elle peut s'en remercier dans Zambé, ma ramon c'est des quand même bien, donc, Bossana Makambeliti, Limbisakak. Moi d'ailleurs, j'ai horreur de ce mot-là, Limbisa. J'ai horreur. Moi aussi. Vraiment, sainte horreur. Limbisa. Limbisa. Ah. Et c'est ça ce que les églises apprennent aux gens. Limbisa, Limbisa. Mais les gens, vous verrez par exemple en Europe, quand quelque chose vous arrive, quand bien même vous avez perdu votre personne, votre membre de famille, on lutte, on accuse pour que ça n'arrive plus aux autres, que plus jamais ça puisse se reproduire. Nous, on n'a pas cette culture-là de se dire que battons-nous, dénonçons pour que ça ne se produise plus chez les autres, pour que ça se répète plus. À partir du moment chez vous, vous avez su bricoler, arranger la chose, ça s'arrête là, Limbisa et c'est tout. Voilà. Bon, Bernadette avait parlé de l'aspect formation. Est-ce que c'est vrai, les médecins sont formés, tous les corps médicaux suivent quand même une formation. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait qu'ils mettent plus l'accent sur l'aspect communication? C'est bien se communiquer avec leurs patients, leur donner des formations sur ce qu'ils peuvent connaître pendant les soins et aussi faire intervenir l'aspect genre dans la formation de ces personnels médicaux. Moi, je l'ai dit en disant que le médecin doit mettre en confiance le malade. Et en général, ils n'ont pas tendance à faire ça. Ils oublient que c'est leur travail de mettre le malade en confiance. Quand on va voir un médecin qu'on est souffrant, on a besoin d'un réconfort, on a besoin d'avoir en face de nous quelqu'un qui comprend ce que vous êtes en train de vivre. Mais quand il vous balaye d'un revers de la main, il fait les choses automatiquement, montrant que il est médecin, comme disait d'ailleurs madame, donc c'est un grand tort. Non, ça marche pas. Il y a aussi un aspect nudité. La nudité, c'est quand même quelque chose d'intimité. Tout à fait. Tout à fait. Et si les corps médicaux y acceptent, c'est par profession, c'est pour garder secret par rapport à tous ces serments-là. Est-ce qu'on peut l'exposer de nos jours à tête pour la vie? Non. Ça, c'est inadmissible. Inadmissible. Et en Europe, en Europe, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que quand vous accouchez, pourtant c'est le médecin qui est là ou bien la sage-femme, on vous couvre. On vous couvre. Et c'est seule la personne qui est habilitée à aider à faire sortir le bébé qui est en train de voir ce qui se passe. On ne vous laisse pas là comme ça, au vu, au su de tout le monde. Justement, c'est ce que je disais là au début, qu'il y a deux façons. Il y a les VIP et puis malheureusement les plus démunis, à qui on se dit, bon, on peut les traiter comme on veut. D'ailleurs, comme ils n'ont pas d'argent, donc ils vont rien nous faire, ils n'iront nulle part où aller se plaindre. Mais VIP, c'est comme maman dit ici, une VIP, attention, on ne va pas se permettre n'importe quoi, on va couvrir, on va prendre on va la prendre vraiment, on va la chouchouter si je peux dire, tout simplement parce qu'on sait que non, là si je touche, attention. Mais je crois que tous les médecins, en principe, dans leur formation, sont liés au serment d'Hippocrate. Il y a ce serment d'Hippocrate, je ne sais pas si vous avez déjà lu ça, où en fait la médecine c'est comme une vocation, un sacerdoce. Donc le médecin n'a pas à croire que non, je suis médecin, c'est pour gagner de l'argent. Même si par exemple, tel que nous sommes ici, si l'un de nous tombe là, fait une crise, automatiquement, s'il y a un médecin qui est à côté de nous, il a l'obligation de nous toucher sans même demander des frais. Mais malheureusement, je ne sais pas le système, je pense que c'est un système médical, et ça c'est à Kinshasa, mais allez un peu visiter les hôpitaux à l'intérieur du pays, là, vous allez pleurer. Moi j'ai eu l'occasion d'en visiter. Sur un lit, vous voyez trois accouchés, des femmes
Donc sur un même lit, 3 accouchés avec leur bébé, et puis connaissant que chacune avec son propre cas, donc même les bébés ils peuvent être contaminés, même la maman peut être contaminée. Donc c'est tout un système médical congolais qui, comme on est en RDC, on parle de la RDC, mais c'est cette manière-là qui fait que certains médecins, parce que moi je parle de certains médecins, que se disent que non, moi j'ai eu mon diplôme de médecin, bon ça suffit, allez partout où je passe, on me respecte, on me fait la courbette. Il y a des gens qui se limitent à ça. Mais il y a d'autres médecins qui prennent ce travail donc comme vraiment un pastorat, une pastorale, je m'excuse pour le mot, mais qui sont là vraiment pour soigner. Parce que, comme vous parlez de la nudité, non, quand vous êtes devant un malade, vous prenez la malade. Parce qu'il n'y a pas seulement la nudité de la femme, il y a aussi la nudité de l'homme. Hein. Vous voyez la personne en tant que malade, vous ne voyez pas la personne en tant que sexe féminin, masculin. Non, vous le prenez en tant que malade. Donc c'est un peu ça. Mais les violences, à force d'avoir des violences dans ces endroits censés soigner, sécuriser les patients, y aura-t-il des conséquences plus tard pour toutes ces personnes-là victimes de ce genre de violences? Ça peut créer des conséquences plus tard, psychologiques, physiques et autres. Évidemment, en m'intéressant beaucoup plus sur cette affaire, j'ai eu à m'appesantir aussi sur un aspect des troubles psychologiques et subissent des femmes juste après l'accouchement, qu'on qualifie souvent des troubles post-partum. Voilà. C'est trop fréquent. Alors, déjà, les médecins sont informés de cet état qui peut surgir juste après accouchement. Et que dire maintenant d'une femme qui avait aussi subi des maltraitances pendant son accouchement? Ça pourra beaucoup plus accentuer ces troubles-là qui pourront se présenter plus tard. Alors, l'étape le plus important, c'est de demander qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre cette problématique. C'est comme ça que, avec mon organisation, les réseaux des hommes engagés pour l'égalité des genres, nous sommes en train de réfléchir dans la mesure où nous pouvons porter un plaidoyer pour d'abord obtenir ne serait-ce que la reconnaissance d'une manière particulière des violences gynécologiques et obstétricales dans les codes pénals congolais. Parce que déjà, dans leurs articles 43, 46, 47 et 48, il est qualifié ces formes de violence-là dans la catégorie des coups et blessures. C'est ce qui a même influencé les cours du dossier de la procédure qui était déclenchée devant le tribunal dans le cas du médecin récent et de la jeune dame. Parce que les juges n'ont pas pu vraiment retrouver, classer cette violence-là, cet abus-là, dans une des formes des règles qui se trouvent déjà dans les codes pénals congolais. Alors, pour que nous puissions déjà arriver à obtenir cette pénalité-là, l'incrimination de ces actes-là, il faudra que les codes pénals congolais puissent nommer et punir d'une manière claire les formes de violence posées au sein des institutions de prise en charge sanitaire, par exemple les violences gynécologiques, les violences obstétricales. Et en seconde position, nous pouvons aussi aller dans le sens d'obtenir des réformes dans la formation médicale et sur l'éthique et déontologie, en introduisant dans le cursus universitaire les modules obligatoires sur les consentements libres et éclairés. Pourquoi cela? Parce que la patiente ou la femme qui vient pour accoucher, pour être traitée, pour être intervenue, elle doit être informée, tout comme il doit être informé sur la procédure qui sera suivie du début jusqu'à la fin. Et obtenir aussi son consentement. Quel type de consentement? Consentement éclairé. C'est un consentement que l'on obtient lorsque la personne a encore toutes ses facultés de réflexion et il peut s'engager en exprimant valablement sa conscience. Et en troisième position, nous pouvons aussi développer les mécanismes de protection au sein de nos structures de prise en charge sanitaire. Par exemple, il faudra que ça soit formulé d'une manière obligatoire que toute patiente ou toute femme qui vient pour accoucher, pour être prise en charge,
elle doit être accompagnée. Nous avons des hôpitaux où, quand une femme se présente, quand bien même avec son mari, des fois on refuse au mari d'accéder dans la salle d'accouchement. Pour des raisons peut-être qu'on ignore, on ne sait pas parfois justifier, mais il faudra que ça soit formulé d'une manière claire, que c'est un droit et cela mérite d'être respecté. Et en position suivante, il faudra assez que nous puissions obtenir des voies de recours internes au sein des hôpitaux. Par exemple, les hôpitaux doivent mettre en place une forme de ligne verte pour obtenir la dénonciation de ces abus et que, tout en rassurant que quand un patient ou une patiente dénonce, ces abus-là seront pris en charge correctement. C'est comme ça que nous réfléchissons dans le sens où, en mettant en place ce genre de ligne verte, ça pourra garantir même que la personne qui a dénoncé ne soit pas reconnue au risque de voir ses soins médicaux être perturbés. Garantir cet anonymat, qu'elle ne soit pas brutalisée dans le futur. Effectivement. Toutes les conditions pour que cette ligne verte soit réellement verte. Effectivement, c'est comme ça que tous les hôpitaux doivent vraiment réfléchir dans ce sens-là, parce que c'est une problématique, c'est une réalité et ça mérite l'attention de toutes et de tous. Madame Anne-Marie Makombo, quelle solution pour remédier à ce genre de violence? Faudrait-il placer des caméras dans les salles de soins? Faudrait-il mettre beaucoup plus de femmes pour gérer ces problèmes des femmes dans les centres de santé? Mais les premières tortionnaires des femmes, justement, dans les hôpitaux, ce sont les femmes. Ce sont les femmes. Ce sont les femmes, malheureusement. Ça, ce sont les femmes. Oui. Ça, moi-même, j'appuie ça. Ce sont les femmes. J'ai eu, comme Madame a dit, son père était médecin, le mien aussi était médecin. Ce sont les femmes qui torturent les autres femmes. Et j'ai même vu ça à l'étranger. Donc, les sages-femmes, les infirmières, hélas, c'est ça. Moi, je dirais qu'il faut avoir les députés, même surtout les députés ont du pain sur la planche. Ils doivent créer une loi, faire une proposition de loi là-dessus pour que les choses soient bien précises, comme on a fait sur les violences sexuelles. Les violences sexuelles à l'époque, c'était mélangé dans la loi du code de... Vous l'avez cité tout à l'heure là. Oui, le code pénal. Et on a vu que c'était pas clair. Les femmes qui subissaient des violences n'arrivaient pas à s'y retrouver. Donc nous avons créé une loi spécialement sur les violences faites à la femme. Là, les députés doivent se mettre à l'ouvrage et nous procurer une proposition de loi. Donc c'est ça. Alors, tolérance zéro, vous voulez rajouter? Tolérance zéro dans les hôpitaux, nous avons dit comment chercher à briser le silence, comment faire. Ne pensez-vous pas qu'il faudrait créer un environnement où la femme se sent en sécurité pour dénoncer les violences, vous l'avez dit tout à l'heure? Et vous pensez que c'est un problème qui peut être pris en compte et créer ces cadres-là? Parce que déjà, pour dénoncer les violences sexuelles, il existe déjà des lignes vertes. Alors, pour ces cas dans les soins de santé, c'est un peu compliqué pour voir si on vous a expliqué ces verbales et comment dénoncer cette violence-là et qu'on arrive à régler le problème. C'est vraiment important de voir encore cet aspect-là parce que, vous savez, une patiente informée peut prendre des initiatives déjà au préalable. Par exemple, il est toujours important dans le cadre des prises en charge des cas de violence basées sur les gens sous toutes leurs formes, d'avoir le preuve en appui. C'est comme ça qu'on peut prendre, par exemple, l'initiative d'avoir un téléphone mis sous enregistré. Et surtout, si nous prenons en compte cet aspect-là d'avoir un accompagnant dans la salle de prise en charge d'accouchement, par exemple, qui peut être témoin oculaire, voire même obtenir aussi des vidéos qui peuvent être utilisées comme étant de preuve lorsque l'affaire sera portée devant les tribunaux. Et voulant parler même de la Ligue verte, je salue l'initiative qui vient d'être lancée sous l'égide de Madame Chantal Molop, la conseillère auprès du chef de l'État. Ils ont lancé la ligne 122.
122, effectivement. La ligne 122, elle est mise en place pour justement dénoncer ces genres de situations. Alors, il faudra vraiment que la vulgarisation soit faite pour que cette ligne-là puisse avoir son importance au sein de la société et que toutes les formes de violence qui seront dénoncées, qu'elles soient aussi prises en charge convenablement. Là, nous allons vers la fin de l'émission. Quelle est alors la responsabilité institutionnelle? C'est vrai, ça fait du temps qu'on est en train de crier lutte contre la violence et tout. Ça s'apparente à un slogan. Si l'État n'accompagne pas réellement ces actions-là en punissant également des vraies sanctions, ça va être, cette lutte-là va être une lutte verte. Oui, c'est vrai que quand on parle de l'être humain, quand on le laisse libre, ça devient la jungle. Hein. Et pour le recadrer, il faut qu'il y ait la sanction à côté. L'être humain fonctionne toujours avec la sanction à côté. Pour revenir par exemple sur les cas d'accompagnement, même dans tout ce qui est le cadre juridique, je pense qu'on peut demander justement, exiger que la malade ou même le malade puisse être accompagné. Nous avons, parce qu'un malade, quand il est sur son lit d'hôpital, et comme on parle par exemple le cas de notre jeune fille ici, on a parlé qu'elle résistait, comme on disait, qu'elle n'était pas coopérative. Pourquoi elle n'était pas coopérative, on ne sait pas. Parce que le malade aussi peut être sujet à des problèmes psychologiques. Mais à côté, le médecin peut être accompagné des psychologues, des psychiatres, même des travailleurs sociaux qu'on néglige beaucoup ici dans notre pays. Les agents des affaires sociales, ils sont là, qui peuvent justement accompagner tout le malade pour essayer justement de la mettre, si je peux dire, à l'aise et qu'elle puisse devenir coopérative. Tout ça, moi je suis vraiment d'avis qu'il puisse y avoir des lois, des dispositions légales très claires en ce qui concerne l'accompagnement des malades et du médecin aussi. Le médecin aussi, peut-être fatigué, peut-être surchargé, on ne sait pas, lui aussi doit se faire accompagner par des psychologues, par des psychiatres au sein de l'hôpital. En ce qui concerne la responsabilité institutionnelle, dans tout ça, la première responsabilité, effectivement, elle est institutionnelle. Quand on parle des institutions, on voit l'État. C'est à l'État d'abord, de doter tous nos hôpitaux, surtout ceux publics, des conditions, des meilleures conditions de travail, que ce soit logistique et même humain par rapport à la façon, aux conditions de travail des médecins, conditions de vie des médecins, ils doivent pouvoir voir ça. Donc moi je pense que la responsabilité de l'État, elle est très importante et j'espère surtout que le cas que nous avons vécu ces derniers temps puisse servir d'exemple, mais pas seulement au niveau des institutions publiques, il y a aussi tout un ordre des médecins qui est là, de revoir aussi, d'accompagner peut-être leurs médecins pour savoir un peu de quelle manière ils vivent. Oui, moi je voulais rajouter rapidement une petite anecdote. Comme je disais, mon père était médecin et je l'ai toujours entendu dire qu'il ne consulte jamais une femme seule. Il fallait toujours que la femme soit accompagnée et lui aussi, il y avait aussi parmi les infirmiers, tout ça, il devait être là. Et il donnait toujours ce conseil aussi à un de mes frères qui était devenu médecin. Je me rappelle aussi les gynécologues les consultaient qu'avec une infirmière. Voilà. À côté. Monsieur Clément, nous sommes arrivés à la fin. On a sanctionné quand même les cas récents de violences dans un hôpital. C'est déjà un bon départ. Nous allons suivre la sentence qui est rendue, le verdict rendu récemment. C'est déjà un cas apprécié. Vu le Code pénal livre 2, spécialement ses articles 43, 46, 47 et 48 bis. Vu l'ordonnance loi numéro 23/10 du 13 mars 2023 portant code numérique, spécialement son article 372. Vu le décret du 30 juillet 1888 portant sur les contrats ou obligations conventionnelles, spécialement son article 260.
les ministères publics entendus. Dit non établis en fait et en droit, les infractions des tortures et d'enregistrement des images relatives à la commission des infractions mises à la charge du prévenu prénommé. En conséquence, l'en acquitte et le renvoie libre de toute fin de poursuites judiciaires sans frais. Disqualifie l'infraction des coups et blessures volontaires aggravées, initialement mise à la charge du prévenu, en infraction des coups et blessures volontaires simples, et dit celle-ci établie en fait et en droit. En conséquence, les condamne à 2 mois de servitude pénale principale, assortie d'un sursis de 1 année. Statuant sur l'action civile de Mme Fioti Claire et de M. Kidimba Kongolo Jean, déclare irrécevable l'action civile de Mme Fioti Claire pour des raisons susventées. Et vous retrouverez dans la motivation du jugement, parce qu'on est sous dispositif. Déclare par conséquent, déclare à l'opposé recevable et fondé l'action civile de M. Kidimba Kongolo Jean, qui faisant droit, condamne ex aequo et bono la République démocratique du Congo au dommage et intérêt de la somme de 2 500 000 francs congolais au profit de M. Kidimba Kongolo Jean pour tous les préjudices subis. Condamne d'office ex aequo et bono la République démocratique du Congo au dommage et intérêt de la somme de 3 500 000 francs congolais au profit de Mme Moya Moulema Dorcas pour tous les préjudices subis. Condamne le prévenu David Balanganaï Kayembe au tiers des frais de la présente instance, payable dans le délai légal de 8 jours ou à défaut subir 10 jours de contraintes par corps. Ok, monsieur Clément, votre avis, nous chutons déjà. Les violences sous toutes leurs formes, elles sont un fléau qui mérite d'être résolu, d'être anéanti au sein de la société. C'est comme ça que, au nom de mon organisation, le réseau des hommes engagés pour l'égalité des genres en République démocratique du Congo, nous tenons beaucoup plus à mobiliser des hommes, tous les hommes, à s'approprier les comportements positifs de la masculinité positive pour que toutes ces violences-là au sein de la société soient anéanties, que nous ne puissions plus parler de cela, pour que nous puissions avoir une société où les hommes, où les femmes, tous nous jouissons tous de mêmes choix et des mêmes chances et mêmes opportunités aussi. Voilà, nous sommes arrivés totalement à la fin de notre émission. La violence n'est jamais acceptable, surtout pas dans les endroits sanitaires censés garantir des soins de santé respectueux et dignes pour tout le monde, les femmes et hommes compris. Merci à vous tous, fidèles téléspectateurs. Merci à nos invités qui se trouvent ici sur ce plateau. Et je suis sûr que vous êtes satisfaits de toutes les réponses à vos questions, lesquelles ont rencontré vos attentes. Nous sommes ravis d'être ici dans ces beaux cadres qui nous a accueillis pour cette émission. Plein d'aide à sa propriétaire, Ouda. Madame Ouda, qui gère ses salons Ouda Beauty en ville, sur la ville de l'Équateur, vers le centre de l'Ébissel. Donc, n'hésitez pas, si vous avez le temps, de passer pour faire les cheveux, les corps, les ongles. On vous accueillera à bras ouverts. À très bientôt et pour une nouvelle production de votre émission de des femmes qui a d'ailleurs totalisé 25 ans et les festivités, c'est pour bientôt. À très bientôt. Au revoir. Donga imakanisi yo mingi na ye epai na yo
mabe maso nasalaki yo ye na ye olingi